Bonjour David Fritz Göppinger. Bonjour. Merci d'être avec nous. Cela fait 10 ans, le massacre du Bataclan, une vague d'attentats qui a frappé la France entière, sidérée. Et vous, qui étiez à l'intérieur du Bataclan, qui donc êtes un rescapé, vous racontez dans un livre qui s'appelle « Il fallait vivre » ce témoignage exceptionnel que vous portez et notamment le procès qui a suivi après cette vague d'attentats 10 ans après. Pourquoi vous dites aujourd'hui, David, « Il fallait vivre » ? Parce que malgré ce que j'ai vécu au Bataclan le 13 novembre 2015, dans mon existence, après, il a fallu quand même que j'existe. Il a fallu quand même que je continue à vivre, que je retrouve la voie vers le travail, que je fonde un couple solide, etc. Donc il fallait vivre, en fait, avec le terrorisme. Il fallait vivre avec le stress post-traumatique. Et donc ce titre, c'est à la fois une injonction que je me fais à moi-même et aussi un bilan que je tire au bout de 10 ans. Oui, alors dans ce livre, évidemment, vous racontez le procès, ce fameux vendredi 13, ce V13, ce procès dans lequel des accusés vont faire face et vous allez croiser leurs regards. Et vous dites à ce moment-là, au moment de témoigner, j'ai pensé à David, vous-même, c'est-à-dire le David d'avant, le David, et vous dites, je l'ai pris par la main et je lui dis, on va se venger par la justice. Ouais. En fait, pour remettre un peu le contexte, le procès des attentats du 13 novembre, il s'est tenu pendant 10 mois au palais de justice. Il y a au total 1700 parties civiles qui étaient constituées à son lancement et 2500 à la fin. Moi, j'étais une d'entre elles. Il y a 400 parties civiles qui sont venues témoigner devant la cour. Si on regarde un peu de manière un peu plus globale, on sait qu'il y avait 1500 personnes qui étaient au Bataclan. Il n'y en a que 400 qui sont venues à la barre. Et dans ces 400, il y en a certaines d'autres qui venaient des terrasses, du Stade de France, etc. Moi, ma déposition, elle a lieu le 19 octobre 2021 et c'est vrai que quand je m'approche à cette barre et que je regarde la cour, bien sûr que je pense à ce David insouciant qui rentre dans la salle de spectacle le 13 novembre vers 21h et qui, lui, pensait voir un concert et qui, en fait se retrouve avec une vie complètement transformée, quoi. Et donc, l'idée de ce livre et aussi l'idée de ce que j'ai fait pendant le procès, c'était une forme de réconciliation. Parce qu'il y a eu une rupture de continuité à un moment du 13 novembre. J'ai perdu la vie que j'aurais pu avoir. Et donc, l'idée, c'était ça. C'était de réussir à réunir les deux. Et ça, je l'ai pas compris pendant le procès, je l'ai compris après. Et c'est ce qui m'a poussé à écrire le bouquin. Vous faites face aux accusés. Et ça, vous racontez dans ce livre, évidemment, que c'est un traumatisme. C'est très dur de faire face à Abdeslam, par exemple. Oui, Salah Abdeslam, c'est un des 14 accusés donc, dans le box. Et c'est celui qui, en ce moment-là, était le plus impliqué dans le 13 novembre parce c'est un des seuls terroristes, un des seuls hommes, en fait, qui faisait partie du commando, en fait, ce soir-là. Bon, il a renoncé ou pas, c'est ses explications, mais c'est vrai que moi j'avais un rapport quasi personnel avec lui parce que, étant donné qu'il était impliqué le soir du 13 novembre, j'avais l'impression que lui, il avait gardé en lui une forme de trace de ce qui m'était arrivé à moi. Et donc forcément, quand il parle à l'audience, ce qui n'était pas du tout attendu, quand il parle, moi, je réagis de la manière la plus naturelle qui soit et la plus logique. Depuis le 13 novembre, c'est le stress post-traumatique. Et donc, il réemploie une phrase qui est devenue un peu célèbre. En fait, le président de la Cour lui demande quel est son emploi, quel travail il occupe, parce que le code de procédure pénale l'y oblige. Et Salah Abdeslam répond « Non, mais moi, j'ai délaissé toute profession pour devenir soldat de l'État islamique. » Et à ce moment-là, mon cerveau, moi, en tant que partie civile, en tant que victime, utilise le raccourci le plus rapide, il passe par la porte la plus accessible, qui est celle de se dire « Mais en fait, il est en train de répéter la même chose que j'ai entendu au Bataclan. Ouais. » Et donc ça a créé en moi une colère très forte, qui a été à la fois ma meilleure amie et mon pire ennemi, parce que j'y trouvais une force incroyable, et en même temps, je savais que ça ne pouvait pas durer, cette colère. Il fallait que je l'abandonne. Oui, alors vous racontez dans ce témoignage au tribunal, vous allez raconter, vous le dites dans ce livre, ce soir où un ami vous dit j'ai une place pour aller voir un concert au Bataclan, c'est une chose que vous avez l'habitude de faire, ouais. Eagles of Death Metal, c'est un groupe qui passe, et donc vous partez et assez rapidement vous allez vers le balcon. Ouais, en fait on va au balcon, au premier étage du Bataclan. Le Bataclan, encore une fois pour un peu de contexte, c'est au milieu de Paris, sur le boulevard Voltaire, c'est dans un beau quartier de Paris et très vivant. Et donc la salle est pleine ce soir-là, ça a quasiment été survendu carrément. Et donc nous, on était 5 amis au total, et dont 2 filles qui ont été dans la fosse. Et nous sommes montés au balcon parce qu'on a rigolé, on a dit on fait les papis ce soir. Et donc on est au balcon, on boit des bières, parce que moi j'étais barman. Ouais. Aujourd'hui je suis photographe, mais j'étais barman, et donc on picolait. Vous faites même une vidéo que vous envoyez à votre père. Oui, je fais une vidéo que j'envoie à mon père, parce que mon père est fan de rock aussi. Donc voilà, je lui dis regarde, c'est ça le concert et tout. Et au final, je vais aux toilettes.
toilette. Et c'est là que l'attentat commence. Il est 21h47 au Bataclan. Et en fait, 3 terroristes rentrent dans la salle et mitraillent la fosse et tout le Bataclan, en fait. Vous voyez tout de suite de quoi il s'agit? Vous comprenez? Moi, je comprends immédiatement que c'est un attentat parce que j'ai un attrait particulier pour le jeu vidéo et j'ai très vite reconnu les coups de feu, les tirs. Et je suis retourné au balcon auprès de mes amis pour essayer de lever le doute. Ça se trouve, je me trompe, quoi. Et en fait, en réalité, je comprends assez vite que non, c'est des coups de feu. Donc vous dirigez vers le balcon, vous revenez au balcon et de là, vous assistez en quelque sorte à ce qui se passe. Exactement, ouais. Je suis pas le seul, en fait. Il y a l'intégralité du balcon qui est à ce moment-là impuissant et qui assiste à la tuerie dans la fosse, dans le reste du Bataclan. Et donc, il y a un mouvement de panique assez énorme à ce moment-là parce que moi, je perds la trace de mes amis et je finis dans un tout petit couloir de service qui, normalement, n'est pas réservé aux spectateurs, qui est plutôt réservé aux professionnels de la musique et aux gens qui travaillent dans la salle. Et de manière un peu bizarre, je décide d'essayer de grimper sur le toit du Bataclan en passant par une des 2 fenêtres qui est dans ce couloir. Et c'est des images qui sont devenues très célèbres parce qu'elles ont été tournées. Cette séquence a été tournée par un journaliste du Monde qui habitait en face du Bataclan, dans le passage Saint-Père-Amelot, et qui nous a filmés accrochés à ces fenêtres. Moi, un homme qui s'appelle Sébastien Bézati, qui est un grand ami à moi aujourd'hui, avec qui j'ai été pris en otage malheureusement après, et une femme enceinte. Et donc c'est une séquence qui a fait le tour du monde dans la suite du 13 novembre et que je décris dans ce livre parce que faut savoir que Daniel Ebseni a déposé juste avant moi. Il a témoigné devant la cour juste avant moi. Et puis Daniel Ebseni, il a gravé à ce moment-là l'image la plus graphique de ces attentats, une des images les plus graphiques de ces attentats. Et donc je suis accroché à cette fenêtre et moi j'ai conscience qu'il y a un ou des terroristes dans la salle. Et vous les avez vus, vous en avez vu, vous l'avez vu à l'entrée. Ouais, je l'ai aperçu, ouais, c'est ça. Et qui était, vous l'avez dit, avec une barbe fine. Voilà, qui était en jogging, voilà, dans une tenue décontractée, voilà. Et donc j'ai conscience de ça et je dis à Sébastien qui vient de sauver la vie de cette femme enceinte et qui a décidé de revenir près de moi. Moi, je lui demande son prénom, etc. Il me dit qu'il s'appelle Seb et puis il me dit, moi je lui dis pardon, écoute, bon, dans peu de temps il va y avoir un mec armé qui va passer la porte parce que nous de là on était derrière cette fenêtre accrochée, le dos au vide, on voyait ce qu'il y avait dans ce couloir. Et donc je me trompe pas parce que quelques secondes après il rentre quelqu'un d'armé dans ce couloir et il nous intime de descendre de cette fenêtre. Vous lui dites avant, il faudra rien dire. Oui, c'est ça. Bien sûr, je dis à Sébastien de rester le plus calme possible. Et je ne sais pas, a priori, bon, 10 ans après, je peux essayer de réfléchir, mais d'où vient ce calme, en fait. Mais je disais à Seb, écoute, si jamais il y a quelqu'un, voilà, tu fais rien, tu le suis, tu fais rien. Mais vous étiez sûr, vous dites, quelqu'un va venir. Ouais, j'étais certain. C'était le chemin logique. Ils étaient au rez-de-chaussée, ils sont montés au balcon, ils allaient le faire le reste de la salle. Et donc, je savais qu'ils arriveraient. Et vous entendez, ils déchargent les chargeurs de ces fusils et ils le font avec conscience, c'est-à-dire qu'ils tuent un par un. Ouais, en fait, donc une fois qu'on est descendu de cette fenêtre, on est obligé de retourner ordonné dans ce balcon de la salle de spectacle où il y a déjà une dizaine d'autres otages qui sont assis à la merci de 2 terroristes, donc qui sont en fait Ismaël Omar Mostefaï et Fouad Mohamed Agad, 2 terroristes de l'État islamique. Et ces 2 terroristes, il y en a un d'eux qui, lui, s'amuse à mitrailler dans la fosse et à abattre des gens gratuitement, tandis que l'autre, lui, fait des diatribes sur l'État islamique et nous prend à partie. Ouais. Oui. Et vous parle d'une lettre de François Hollande, par exemple. Oui, ça arrive après, mais c'est vrai qu'il nous raconte, il nous demande, dans les négociations qui a lieu avec la brigade de recherche et d'intervention qui nous sauve par la suite, il est demandé une lettre de François Hollande, de reddition, voilà, des forces armées françaises présentes en Syrie, etc. Et on savait que c'était complètement impossible. L'étrangeté de cette prise d'otage, c'est qu'on n'est pas dans une banque, il n'y a rien à échanger. Et donc les hommes de la BRI et le négociateur de la BRI savaient très bien que malheureusement, sa marge de manœuvre pour nous sauver la vie était très mince en fait. Oui, alors il y a un tournant, c'est lorsque l'un des terroristes est sur la scène avec un otage et qu'il y a une intervention, la première intervention extérieure. Oui, une intervention providentielle en réalité, que je décris d'ailleurs dans un chapitre de mon livre qui s'appelle « 30 cartouches chacun ». Cette intervention, elle est faite par un commissaire de la BAC Nuit, donc de la brigade anticriminalité de la police nationale française, qui travaille à Paris, donc dans la nuit, quoi. Et donc, ce commissaire entre dans la salle parce qu'il y a eu des alertes d'attentats à ce moment-là. Donc, le Stade de France a déjà eu lieu, les terrasses ont déjà été mitraillées, le Bataclan, c'est la fin. Et donc, il entend ça, il va au Bataclan et puis il rentre dans la salle. Il rentre avec son adjoint, qui est en fait son chauffeur aussi. Et il tombe sur un autre terroriste qui est lui sur scène, qui est Sami Amimour. Il avait des otages déjà.
et il lui tire dessus. Et ce moment dans ce livre, il est important parce que et aussi parce que ce moment dans l'attentat est important parce qu'en effet, ça crée un moment de bascule. Les deux terroristes qui sont avec nous, eux, se disent, commencent à se dire bon. Vous entendez évidemment, il explose. Donc il explose, bien sûr. Les chairs qui jaillissent. Absolument. Et c'est une scène qu'on décrit tous. Même vous, alors que vous êtes loin, vous avez le souffle. Exactement, on doit être à ce moment-là à presque 15 mètres de distance et on sent la chaleur et le souffle de l'explosion. Ouais. Oui, et que la réaction des deux autres terroristes à ce moment-là est sidérante. Oui, parce que l'un est assez content du sort de l'autre, enfin de celui qui est mort, et l'autre commence à percevoir que bon, la situation change et qu'il faut bouger, quoi. Et à ce moment-là, on retourne donc dans ce couloir qui fait 1,30 m de large pour 6 mètres de long, et c'est là que la prise d'otage en réalité commence et se termine aussi, parce que 2h30 après, on est libéré par la BRI. Ouais. Et là, vous sentez qu'entre les deux terroristes survivants, il commence à y avoir des accrochages. Oui, il y a des accrochages, il y a une psychologie entre eux, ils se connaissent. Donc moi, les potages m'ont qualifié parfois de mémoire un peu de la prise d'otage, mais je me souviens clairement en effet d'une sorte de hiérarchie, de l'un qui demande des comptes à l'autre, etc. Donc j'avais capté tout ça. Un qui dominait l'autre. Absolument, oui. Et au fond, ils se sont, à un moment donné, il y a un tiraillement. Et ils perdent pied, vous dites. Oui, il perd de pied. Il s'amuse de la mort de l'autre terroriste. Oui, et en fait, sur ce balcon, il perd de pied parce qu'il y a quelqu'un d'autre on leur répond, en fait. Pour la première fois de la soirée, il y a quelqu'un qui leur répond et là, ils se sentent peut-être en danger. Et donc, ils créent ce huis clos dans ce couloir. Ouais. Oui, alors ce huis clos, vous dites, c'est le début. Et là, ce sont des scènes poignantes. Hein. Un couple qui se dit « je t'aime ». On sent que là, c'est la fin. Ils vous disent « vous ne devrez pas bouger ». Ouais. Sinon, vous êtes tous morts. Oui, c'est ça. Ouais. Et souvent, on dit parce que nous, tous les otages de ce couloir, on est devenus amis dans l'après, et on s'appelle les potages. Oui, les potes otages. Les potes otages, voilà. Et on se dit souvent entre nous qu'on s'est serré les coudes, en fait, dans ce couloir. Oui. Et c'est vrai, c'est la réalité. On s'est serré les coudes. Il y a eu des scènes très, très dures. Hein. Il y a eu un simulacre d'exécution d'un des otages qui a servi d'exemple, en fait. Bon, il n'est pas mort, hein, mais ça a servi d'exemple. On se disait ensuite, bon, bah voilà, là, on va rester le plus calme possible parce qu'on a bien compris que ce qui se passerait si jamais on bougeait. Vous craignez à ce moment-là une intervention de la police parce qu'évidemment, vous savez que s'ils interviennent, vous allez mourir. Exactement. En fait, ce qui est étrange avec l'intervention de la BRI, c'est que c'est à la fois le plus beau jour de ma vie et le pire, parce que moi j'ai peur que les terroristes se tournent vers nous et que nous abattent, et en même temps que la police, dans son intervention, nous blesse ou quoi. Et c'est là où, en fait, c'est incroyable. Et je trouve qu'il faut vraiment saluer le travail de ces hommes 10 ans après, cette intervention qui est exemplaire. Aucun des otages n'est blessé gravement. Arnaud, il a pris des éclats de l'explosion d'un des terroristes, mais cette intervention est quand même incroyable. On en est tous sortis indemnes, quoi. Oui, et évidemment. Donc, il y a le moment où l'intervention a lieu, destruction de la porte. Ouais. Et là, vous vous dites, effectivement, les terroristes peuvent se retourner contre vous. Oui, parce que vous criez, n'entrez pas, ils vont nous tuer. Voilà, et puis leur plan, c'était quand même de rentrer dans la salle pour mitrailler des spectateurs. Donc après, moi je suis devenu ami avec les hommes de la BRI et ils m'ont dit qu'en réalité, voilà, dans les interventions, très souvent, eux, ils servent aussi presque d'appât, j'ai envie de dire, et de détournement de l'attention, parce que quand ils rentrent dans le couloir, en effet, un des terroristes voit ce grand mur noir qui est en fait un des boucliers Ramsès de la BRI. Ils appellent le Ramsès parce que c'est un sarcophage, une espèce de grand panneau noir avec des panneaux sur le côté. Et il y a des hommes de la BRI derrière. Donc ce terroriste voit ce bouclier et il fait feu sur ce bouclier. Et il tire 27 coups de feu sur ce bouclier qui encaisse en réalité tous les coups de feu qu'on aurait dû se prendre nous en réalité. Ouais. La chose encore plus incroyable, c'est que il y a eu un blessé au sein de la BRI qui a été quand même un blessé grave, mais il n'y a aucun homme de la BRI qui est resté quand même. C'est ce qu'il faut rappeler aussi. Ce qui va se passer, c'est que là, l'un des terroristes va exploser avec sa ceinture d'explosifs et tuer l'autre. Ouais. Et là, c'est une déflagration. Vous êtes projeté, David, à plusieurs mètres de distance. Vous n'entendez plus rien. Ouais, même pas à plusieurs mètres. Je suis soulevé du sol en réalité. On est tous toujours dans ce couloir. Et c'est vrai que moi, je suis très proche de ce terroriste et en réalité tous les otages. Hein, Arnaud, Stéphane, Sébastien, on est tous très proches. Et les hommes de la BRI aussi, hein, qui se sont soufflés par l'explosion. Et l'étrangeté, c'est que voilà, la seule victime létale de ce gilet d'explosifs, c'est son comparse qui se fait tuer, qui se fait balayer par le souffle et qui est mort sur le coup, quoi. Oui, lorsque, au tribunal, on va vous montrer des photos, on va aussi vous faire entendre le son, et vous allez, au fond, découvrir et entendre des choses que même vous aviez oubliées. Absolument. À la fois oubliées et parfois transformées aussi.
Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, pour rappeler, cet audio du Bataclan, il tombe pas du ciel. Il y a un spectateur qui était là ce soir-là, qui enregistrait le concert, à des fins pirates, en fait. C'est quelque chose qui se fait depuis les années 80, 90, depuis l'existence des concerts. On a toujours essayé de les capter, et parfois de manière illicite. Et le fait est que lui, ce soir-là, il a enregistré le concert, et au moment où l'attentat commence, il lâche son micro, et il s'en va en laissant le micro tourner. Et donc ce micro enregistre tout, c'est-à-dire il a une partie du concert jusqu'à le surgissement des terroristes, jusqu'à l'assaut de la BRI un peu après. Et en effet, dans cet audio qui nous avait été refusé à l'audience, en fait, une partie de la cour disait que non, que c'était peut-être pas utile et surtout que ça pourrait aggraver les symptômes de certaines victimes. Moi, je faisais partie des victimes, dont Arthur Desnouveaux, pareil, qui en fait voulait que cet audio soit entendu à l'audience parce qu'il montrait une réalité, une brutalité de ce qu'on avait vécu au Bataclan qui était réelle et qu'on voulait que la justice se saisisse. Et donc c'est vrai que quand je l'entends moi, déjà j'entends ma voix et donc je me dis waouh, ok, ça c'est bizarre. Parce que je m'étais pas du tout imaginé parler comme ça à un des terroristes. Et en même temps, je comprends que c'est en train de pas changer mes souvenirs, mais en train de comme les réactualiser en me disant voilà, là tu l'écoutes, mais t'es avec la justice. Et t'es pas dans ta chambre ou t'es pas en train de faire autre chose et en train de repenser à ça, en train de le ressasser. Oui. Vous pensiez dans votre souvenir que l'attaque, la première des terroristes, quand ils font feu, qu'ils tuent tout le monde dans la fosse, que c'était un grand silence qui avait suivi. Absolument. Et vous entendez en fait un terrible brouhaha. Un vacarme, oui, et surtout la voix des victimes, des spectateurs qui se font tirer dessus, etc. Le son qui est amplifié, des coups de feu. Et c'est étrange parce que le cerveau efface des choses. Et ça a été à la fois très nécessaire parce que je ressentais le besoin que la justice s'en saisisse et en même temps très bizarrement reconstructeur parce que j'ai pu enfin me saisir de ces souvenirs pour finalement mieux les oublier. Oui, Voilà. oui, la justice va vous montrer au tribunal des photos aussi. Oui. Alors, vous dites, ce sont des photos, évidemment, on ne reconnaît pas les corps, on ne reconnaît pas les victimes, mais au fond, éloignées d'ailleurs aussi pas. Et vous dites, au fond, il fallait montrer la réalité. Vous aviez vu cette photo de la fosse qui a circulé sur Internet. Absolument. Vous dites quoi? Vous dites, il faut voir ça. Je pense qu'il faut voir, et c'est surtout qu'il faut que la justice le voie. Bon, les juges ont vu, hein, ils ont accès au dossier d'instruction, etc. Donc, il était important pour moi, d'une part, que toutes les parties du procès voient ce qui s'est passé au Bataclan, et non seulement au Bataclan. Il y avait aussi les terrasses, hein, je tiens à rappeler le Stade de France, avec d'autres scènes de crime, littéralement. Mais au Bataclan, on nous a empêché ça. Et donc, l'idée de montrer ces images, c'était aussi de dire, bon, on va montrer l'horreur telle qu'elle est, parce que la justice va répondre à l'horreur telle qu'elle fut ce soir-là. Et donc, moi, par rapport à ça, je me décalais un petit peu en me disant, bon, toi, tu te rappelles de choses qui sont extrêmement violentes et qui sont intrusives dans ta vie. Peut-être que si tu vois ces images, elles vont arrêter de l'être. Et ça l'a été, en fait. Oui. Ça l'a été. C'est ça l'étrangeté. C'est que grâce à la justice et à cette occasion que les juges nous ont donnée, j'ai pu oublier, j'ai pu aussi peut-être mieux me souvenir et moins dans la douleur aussi. Oui, oui. Alors, évidemment, vous dites notamment l'odeur. L'odeur, bon, malheureusement, c'est plus compliqué à restituer dans une audience, mais c'est vrai que l'odeur, c'est quelque chose qui reste assez prégnante. Oui, et l'image des corps, quand vous sortez ensuite du Bataclan, vous dites « dans ma tête, je pense qu'ils dorment ». Oui, ça, dans mon premier livre, Un jour dans notre vie, je les vois, et en fait, dans mon cerveau, la seule interprétation logique que j'ai de ça, c'est ils sont endormis, ils vont se réveiller à un moment donné. Et en réalité, il y a un déni derrière, et c'est un déni c'est un fil que je tire dans Il fallait vivre, parce que je me suis rendu compte, tous les années y passant, que en réalité, ma culpabilité du survivant, elle s'est construite au moment où je sors du Bataclan. Parce que moi, je sors du couloir en me disant que tout va bien, que c'est bon, les terroristes sont morts, que ça va aller, en fait. Mais pas du tout. Pas du tout. Il y a 90 morts au Bataclan. Et ces 90 personnes, en grande partie, reposent dans la fosse. Oui. Vous pensez à ce moment-là, vous dites, là, il y a des histoires d'amour, il y a des destins qui sont là. Ouais, et c'est des images que j'oublierai jamais, hein, même si on a eu accès à ça à l'audience. Je me souviendrai toute ma vie des corps, des visages que j'ai vus et des vêtements que les gens portaient. Ouais. Ouais. Et vous savez, à ce moment-là, que votre vie ne sera plus jamais la même. Ah ouais, certain. En fait, en réalité, je comprends ça plutôt le lendemain, quand je rentre chez mes parents. Je suis au pied de l'immeuble de chez mes parents et je me dis, waouh, j'ai l'impression que je vais me faire engueuler. J'ai l'impression d'avoir fait une bêtise, en fait. Et je rentre et on s'embrasse et ils sont soulagés de me voir, bien sûr. Et je me rends compte que je suis plus du tout pareil, quoi. Là, je suis dans ma chambre, c'est bien mes parents et tout, que je suis là, dans cet appartement que j'ai connu toute ma vie, et en même temps, je suis plus du tout le même. Oui, c'est un long procès.
Vous le racontez dans ce livre, hein, chaque jour, les témoignages, les parties civiles, la défense des terroristes. Il faut tout supporter, il faut tout entendre. Pour moi, en tout cas, il était nécessaire d'assister à tout ce procès. Et même si en réalité, si vous m'aviez posé la question pendant le procès, j'aurais dit je ne sais pas. Il y a Xavier Simeoni, qui est une des assesseurs au procès V13, qui m'a posé la question au moment où je vais à la barre, qu'est-ce que vous attendez de ce procès? Et je lui ai dit, je ne sais pas, j'attends de voir. Et en réalité, ce bouquin, c'est un peu ça. C'est ce que j'ai attendu de voir et ce que j'ai appris de ce procès. Ce que ça a abîmé, ce que ça a touché. J'en parle pas dans le livre, mais je suis retourné voir ma psy après le procès. Parce que, déjà, j'avais arrêté de la voir quelques années avant, et je me suis dit, en sortant de ça, je me suis dit, non, il y a trop de choses à voir, il y a trop de choses à traiter, il y a trop de choses, notamment la culpabilité du survivant. Oui, mais en face, vous avez des accusés qui ne renient pas, au fond, ce qu'ils ont fait. Il y a certains des accusés qui ont bougé, même Salah Abdeslam d'ailleurs, et je tiens à le rappeler qu'au début de l'audience, donc il a dit, il a eu cette phrase connue, voilà, j'ai délaissé toute profession pour devenir soldat de l'État islamique. À la fin, au moment de ce moment du procès, qui sont les derniers mots des accusés, c'est leur dernière occasion de parler au procès, ils ont tous fait référence aux victimes. Parce qu'ils ont tous entendu les 400 et quelques parties civiles qui sont venus parler, qui sont venus étaler leurs souffrances et raconter à la justice ce que leur attentat leur a fait. Et à un moment donné, nous on a vu, en tant que partie civile, ces mecs-là qu'on déteste, en fait, penser à nous. Je dis pas que moi, je leur pardonne ou que je suis dans un truc de réparation vis-à-vis d'eux. Non, pas du tout. Je pense que je leur pardonnerai jamais en réalité. Mais moi, en tant qu'individu, en tant que victime, ça m'a fait du bien de me dire que notre voix est entendue et par la Cour, et par les accusés, par les parties civiles et par la défense. Oui. C'est important. Je pense que c'est comme ça qu'on rend justice. Oui, vous sentiez aussi, notamment sur Abdeslam, hein, qu'au début, il se présentait un peu, qu'il y avait une aura. Il y avait une aura, il construisait un personnage, oui. Et que, en fait, vous aviez juste un type en face de vous, quoi, voilà. Voilà. Et en réalité, c'est ça l'étrangeté, c'est qu'on juge des hommes. Et donc moi, j'étais arrivé là, dans ce procès, en imaginant un monstre, en imaginant quelqu'un d'odieux, etc. Et non, Salah Abdeslam, il a des oreilles, un nez, des yeux, et en fait, il a aussi des pensées qui sont les siennes. Et donc, il fallait dealer avec ça, dealer avec cette humanité, en fait. C'est ça, l'étrangeté. Et je pense qu'il est important de rappeler quand même que la justice juge des hommes. Si on jugeait des monstres, on ne jugerait peut-être pas comme ça, en fait. Et là, la République nous permet, en fait, la société nous permet de juger des hommes. Oui, c'est un procès dont vous dites dans le livre, à un moment, effectivement, une forme de vengeance par la justice. Absolument. Ils ont été condamnés pour la plupart à des peines de perpétuité incompressibles. C'est suffisant? C'est vrai que dans le bouquin, peut-être que ça peut être frustrant, mais sur le verdict, j'ai pas trop de commentaires à faire parce que j'estime que les magistrats ont fait le job, ils ont fait le travail, les peines sont équilibrées selon moi, voilà. En revanche, ce qui est intéressant et ce qui est décrit dans ce livre, c'est que pour moi, il était presque plus important de vivre le procès et sa transformation que le verdict en lui-même. C'est pas tant le verdict que l'aventure que j'ai vécue, la quête que j'ai menée dans ce procès. Et sa réparation, finalement. Oui. Et le David d'avant, vous avez appris à vivre avec? Je suis en train d'apprendre. L'idée de ces 10 ans aussi, c'est d'avancer, de continuer à avancer, de fermer ce chapitre de ma vie. Voilà, j'ai écrit 2 livres, Un jour dans notre ville, Fallait vivre. Il y a une série fiction qui est actuellement sur France 2, qui s'appelle Des vivants, qui raconte cette prise d'otage dans ce couloir, l'amitié entre les ex-otages, qui raconte une partie de ma vie en réalité. Je pense qu'il y a des choses comme ça que j'ai fait, que j'ai mené aussi, auxquelles j'ai collaboré. Et qui nous ont fait du bien, qui m'ont fait du bien et qui ont été constituantes de ces 10 années. Maintenant, l'idée, c'est quand même, comme je dis dans mon livre, encore une fois, d'être une victime à la retraite. Voilà. Ouais. Et alors, la série, justement, Des vivants, aujourd'hui, qu'on en fasse une série, que des personnages soient incarnés par des grands comédiens, ça, et au fond, vous dites, ouais, c'est bien. Je pense que c'est important que la société regarde ces attentats d'une autre manière aussi. On a eu des grands documentaires, on a des livres, pas seulement les miens, plein de livres, on a des associations de victimes, Life for Paris, 13-11-15 Fraternité Vérité. Il y a plein de choses qui sont en place, plein de ressources finalement pour que la société puisse se saisir de ces attentats. Et qu'on ne soit pas seulement dans un discours victimaire, mais aussi dans un discours de compréhension de ce qui se passe dans la vie des gens et aussi ce qui s'est passé ce soir-là.
la fiction va apporter une étrangeté qui est de celle de la création. On va créer sur quelque chose de réel. Jean-Xavier de Lestrade, le réalisateur, il a cœur à ça. Il a cœur à montrer les choses. Il a cœur à aussi qu'on puisse entendre les victimes et qu'on puisse montrer une histoire de victime, quelle qu'elle soit. Et c'est vrai que cette série raconte, pour moi, non seulement très bien ce qui s'est passé au Bataclan en ce qui nous concerne, nous, les otages, et non seulement ça, et c'est pour moi le plus important, ce qui se passe dans la vie d'après. Et c'est pour ça que la fiction est importante. C'est que moi, je me vois mal accepter une caméra dans mon intimité pendant un an, faire presque un truc comment on peut dire, de télé-réalité. Voilà. La fiction, elle le permet, ça. Elle suit les gens dans leur intimité. Et c'est dans l'intimité que le terrorisme est destructeur. Oui. Oui, il s'appelait Cédric Gomet. Il devrait être là en régie en ce moment. Malheureusement, il n'est pas là. Il était au Bataclan, il nous a quittés ce jour-là et on ne l'oublie pas sur TV5 Monde, Cédric, qui travaillait donc en régie et qui n'est pas revenu de ce concert et il reste dans notre cœur. Merci beaucoup David Fritz-Lopinger. C'était il y a 10 ans. Il fallait vivre. Le témoignage exceptionnel d'un ex-otage du Bataclan 10 ans après, il publie aux éditions Le Duc et c'est un témoignage vraiment exceptionnel. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous.